Bonjour et bienvenue au studio Lonsdal à Paris pour la 4e et dernière table ronde de notre événement co-organisé par la FG2A et Assurenco. Il va toujours être question d'automobile, mais côté distributeur cette fois-ci. Pour ce faire, je reçois deux personnes. Cédric Ménager, vous êtes le CEO des Furets. Oui, bonjour. Bonjour. Et Grégory Violet, vous êtes le directeur de Willis Towers Watson NSA. Expliquez-nous justement, Grégory, qu'est-ce que c'est WTW? Visiblement, c'est une très ancienne compagnie. Alors déjà, Willis Towers Watson, le siège est à Londres. C'est un courtier international qui est présent dans 140 pays. D'accord. 140 pays et marchés. C'est des risques d'assurance, réassurance et gestion des risques. Et en France, on est le 3e courtier français, avec deux types d'activités, des activités corporate, où on va retrouver les risques d'entreprise, santé, avantages sociaux et encore d'autres, et des risques affinitaires et marchés spécialisés. Donc ça, c'est le deuxième pôle, dont on va parler, dont NSA fait partie. D'accord, ok, très bien. Et vous me disiez, 85% de l'activité, c'est surtout du professionnel, B2B, B2B, B2C. Mais un peu quand même de particulier. Et on s'adresse à ETI, PME, grande entreprise, donc voilà, on s'adapte à toutes les typologies d'entreprises. Très bien. Cédric, les Furets, tout le monde connaît. Juste une question avant que vous nous en disiez encore un tout petit peu plus. Pourquoi ce nom? Pourquoi les Furets? Les Furets, parce que ça furette, et donc ça va chercher les prix. Et qu'il court, il court, c'est ça? Ouais, aussi, c'est sportif. Dans le Bois Joli, très bien. Plus sérieusement, en deux mots, les Furets, si vous deviez nous présenter aujourd'hui. Alors, c'est le leader des comparateurs des dépenses contraintes. Donc, les dépenses contraintes, c'est toutes les dépenses récurrentes du foyer. Oui, pas drôle, quoi. Les dépenses pas forcément très sexy, qui vont du foyer à l'assurance, l'énergie, etc. Et donc, notre métier, c'est de permettre aux Français de faire des économies, de gérer leur pouvoir d'achat. Et on le fait en leur permettant de comparer des assureurs, des banques, des fournisseurs de services. On en a 208 sur le site. Et donc de pouvoir optimiser leurs dépenses. Voilà. D'accord. Vous êtes donc le numéro 1 des comparateurs, vous venez de le dire, un pionnier aussi du digital en la matière. Vous me disiez, donc la société a 15 ans aujourd'hui, c'est ça? Oui, elle a été créée il y a 15 ans. Par des Français? Par des Français. Elle a été rachetée par un groupe anglais également. Oui. Et il y a 11 ans, elle est devenue Les Furets, donc la marque qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Donc est en effet un pure player digital et technologique. Implanté dans? Alors, en France. En France uniquement aujourd'hui? Pas encore d'extension vers l'étranger de l'activité? C'est pas à l'ordre du jour, mais c'est pas hors plan. Mais c'est pas hors plan. Bon, très bien. On n'en saura pas plus ce soir. OK. Commentez-moi un peu la hausse des primes d'assurance auto depuis un an. Visiblement, elle est conséquente. Vous qui êtes évidemment comparateur, vous la voyez, vous êtes les premiers à la constater. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est clair que notre rôle devient de plus en plus important quand l'inflation est forte. Et donc c'est un élément qu'on regarde de près. Si on regarde les augmentations subies depuis un an, elles sont de l'ordre de 3 à 7% sur l'assurance automobile. En fait, elle est plus importante sur l'assurance tout risque. Donc là, on est plutôt de l'ordre de 7% que sur l'assurance routière, donc l'assurance de base, où là, on est plutôt de l'ordre de 3%. C'est une inflation qui est là un peu pour durer. On estime que pour l'année prochaine, on sera au moins sur les mêmes niveaux. Et la raison étant qu'il y a de l'inflation embarquée chez les assureurs, puisque l'année dernière, on leur a dit vous augmentez les prix, mais vous n'allez pas trop au-dessus de niveau de l'inflation. Vous ne pouvez pas aller au-delà de niveau d'inflation. C'était vraiment l'injonction de Bruno Le Maire aux assureurs, et ils l'ont respecté. Mais en fait, l'inflation embarquée était beaucoup plus importante, parce qu'il y avait l'augmentation des coûts de main-d'œuvre, l'augmentation des matières premières, tout ce qui est peinture, les pièces détachées, etc., était bien au-delà de ces niveaux de 5% d'augmentation d'inflation qu'il y avait à l'époque. Et donc les assureurs vont être obligés être obligés d'un petit peu les garder, même si l'inflation réelle, on l'espère, va avoir tendance à diminuer. Donc, en tout cas, sur l'année prochaine, on sait que ça va continuer et que qu'il va falloir continuer à faire un petit peu attention à ces prix-là. D'accord.
Grégory, justement, sur le coût des primes, ça c'est aussi quelque chose qui vous concerne, bien sûr. Vous le constatez, je dirais, aujourd'hui, évidemment, et vous avez l'impression que ça a quelles conséquences, quelque part, un peu sur le marché? Alors nous, on constate un effet inflationniste, globalement. Global. Voilà, global. On peut parler de mutation du marché. On identifie vraiment 3 facteurs importants dans cette mutation de marché, et l'inflation en fait partie. En effet, on a des coûts de réparation qui atteignent 900-950 € en moyenne, donc supérieur à l'inflation de 6% au fil des années. Donc on constate bien l'inflation et l'augmentation des matières premières qui a un impact directement sur les coûts de réparation. Vous me disiez effectivement, vous avez donc, on ne l'a pas encore dit, un rôle de conseil véritablement aux entreprises qui sont soumises à la transition énergétique. Donc c'est vrai que l'inflation effectivement impacte directement cette transition. C'est pas la seule, évidemment. Il y a aussi la mutation, on va dire la transformation du marché lié à la crise du véhicule neuf. Exactement, ça fait aussi partie d'un des 3 indicateurs, la crise du VN. Donc ça Comment vous le mesurez, ça, en fait? Alors, ce qu'on a vu, c'est que l'activité VN s'est déportée sur le VO. Donc le VO a considérablement pris de la valeur. On parle de plus de 30 à plus de 40% selon les modèles. Donc là, c'est important de recontextualiser le passé pour comprendre où on est aujourd'hui, parce que c'était en 2022. Donc le VO a pris de la valeur, et les solutions NSA s'inscrivent exactement dans cette dynamique, dans le sens où on va venir sécuriser l'acheteur, sécuriser l'utilisateur qui a acheté son VO à un certain prix, et en même temps accompagner les distributeurs dans ce mouvement marché du VN vers le VO. On parle d'écosystème, un VO qui s'est réellement installé, avec des nouveaux comportements, des nouvelles offres. On parle du leasing de véhicules d'occasion faute de VN. Encore une fois, on a des solutions qui s'imbriquent, nous, dans les leasings pour les véhicules d'occasion. Voilà, donc on suit cette dynamique, on vient sécuriser l'achat du VO, et on vient accompagner les distributeurs dans ce défi, qui ont dû s'adapter, qui ont dû investir, se professionnaliser autour du véhicule d'occasion. Alors, effectivement, donc, la transition énergétique, c'est aussi une électrification du parc, qui se fait un peu à marche forcée, même si, elle avance, on peut dire. Elle ne traîne pas, même si elle pourrait être plus rapide. Ça aussi, ça a un impact direct, je dirais. Alors, nous, ce qu'il faut dire déjà, c'est que l'électrique, c'est la 3e énergie en part de marché des véhicules neufs. Aujourd'hui. Donc aujourd'hui, après l'essence et l'hybride. Donc c'est 16% de part de marché. Nous, sur le VO, on n'a pas encore ce recul-là. Ça va venir, mais là, on est à 1-2% de part de marché. Pour l'électrique. Pour l'électrique, exactement. Ça reste très marginal. Ça reste marginal. Il n'y en a pas encore de voitures électriques à On vise 6% en 2025. Voilà, donc ça progresse doucement. Ceci dit, on voit quand même déjà des comportements d'électrique, notamment des pannes, parce qu'il y a 60% de pièces qui sont équivalentes à un véhicule thermique. Donc potentiellement, les pannes sont similaires sur 60% des pièces entre le thermique et l'électrique. Bien sûr. Et ensuite, on est venu faire évoluer également nos offres pour accompagner cette dynamique. Sur ces 40%, je dirais, de pièces très spécifiques liées à l'électrique. Et on sait que la batterie et la charge est clé. C'est vraiment clé dans la sécurisation de l'électrique. En moyenne, les garanties constructeurs garantissent jusqu'à 8 ans, les véhicules électriques. On a adapté des offres pour aller au-delà et justement prendre le relais de la garantie constructeur sur les coûts de batterie, les pannes de batterie, les pannes de charge de batterie. Et on sait que ça a un certain quand même coût dans l'électrique. D'accord. Je reviens à votre métier de comparateur. Les nouvelles offres pullulent en ce moment en matière d'assurance, notamment d'assurance auto-connectée. Ça aussi, c'est quelque chose que vous constatez, vous, évidemment? C'est quelque chose qu'on constate, et on est assez... on va dire favorable à ce qu'elles arrivent, parce qu'elles apportent une dynamique prix et une compétitivité prix dans l'assurance en général. Il y a 3 modèles qu'on a observés. Un, c'est le Pay How You Drive, donc c'est vraiment, alors je vais utiliser des anglicismes, désolé, le Pay How You Drive qui... How. Pas as, how. Il y en a plusieurs. Il y a aussi alors, le how, c'est vraiment sur le comportemental, donc c'est de voir si vous allez avoir une conduite à la papa ou alors une conduite un petit peu excitée, donc beaucoup de freinage. Bien sûr.
Et ensuite, vous avez le Pay When You Drive. Donc là, c'est vraiment une assurance où vous allez pouvoir dire, déterminer, moi, je vais conduire uniquement ces jours-ci. Non, ces jours-ci. Ces jours-ci, d'accord. Ah, ok, d'accord. Et donc, l'assurance sera activée uniquement les jours où vous décidez de rouler. Et après, c'est As You Drive, donc en effet, où là, c'est vraiment l'assurance au kilomètre qui va être plutôt adaptée en effet à des petits rouleurs. Et donc, il va permettre de diminuer vraiment son assurance si on est quelqu'un qui fait peu de kilomètres. C'est assez intéressant parce que la promesse, alors elle est pas toujours vérifiable ou en tout cas confirmé, mais c'est d'aller jusqu'à 50% d'économie sur son coût d'assurance. D'accord. Alors ça s'adresse pas à tout le monde, hein, encore une fois, c'est pas les gros conducteurs en général, c'est plutôt les jeunes conducteurs, les étudiants, les petits rouleurs qui vont être plutôt intéressés. C'est encore une petite part. Oui. Nous, dans les demandes qu'on a, c'était 1% l'année dernière, c'est 3%, donc c'est quand même une belle croissance. Mais ça commence à arriver sur le marché. Vous croyez, à titre personnel, au When You Drive? Parce que quand on sait qu'une voiture reste à peu près 90%, voire plus, de son temps garée à l'arrêt, si on commence à indicer le tarif de l'assurance sur le moment où elle se déplace, il ne va plus rien rester aux assureurs, là, non? Oui, mais là, il faut quand même vraiment être organisé parce qu'il faut le déterminer à l'avance, les jours où vous allez conduire. D'accord. Donc, si c'est vraiment que quand vous conduisez... Ce serait le stade ultime, ça, vous êtes d'accord? Voilà. Oui, tout à fait. De ne payer que lorsqu'elle roule. Ouais, je pense payer pour le vol lorsqu'elle ne roule pas, et puis payer... Une fois qu'on a la connectivité, ce n'est pas impossible de l'imaginer. Ouais. Ça peut s'imaginer, effectivement. Oui, vous vouliez aussi, Cédric, commenter la croissance des ventes de VE. Comment, à votre avis, vont évoluer justement les primes d'assurance en fonction de la croissance du nombre de véhicules électriques sur les routes? Alors, les prix aujourd'hui sont légèrement inférieurs pour un véhicule électrique par rapport à un véhicule, on va dire, traditionnel thermique. Voilà, merci pour l'aide. On constate, c'est de l'ordre de 629 € en 2023. Ça augmente aussi un petit peu par rapport à ce qu'on a pu voir les années précédentes. 629 €, pardon, en moyenne de prime d'assurance. D'accord, ok. Alors que sur un tout risque équivalent thermique, on va dire, on est plutôt sur 730 €. Donc voilà, on a une centaine d'euros de plus, quoi. Voilà. D'accord. En revanche, il va y avoir beaucoup d'inflation sur cette offre, sur les véhicules, sur les assurances pour les VE, parce qu'il y avait une disposition réglementaire qui faisait que ces véhicules-là n'étaient pas soumis à la taxe sur l'assurance. Donc cette exonération, elle prend fin fin 2023. Donc à partir de 2024, on va avoir 10 à 20% d'augmentation par l'incorporation de cette taxe dans le véhicule. Donc on va avoir un niveau d'assurance qui va être assez similaire. Et un autre élément qui faisait que les primes étaient un peu plus basses, c'était il y avait moins d'accidentologie, on va dire, moins de sinistres pour les véhicules électriques, parce qu'ils sont moins utilisés en général, puisqu'on fait moins de longs trajets, etc. Et ça aussi, ça va évoluer, puisque les distances vont être augmentées, les capacités des véhicules électriques, donc on risque d'avoir un petit peu plus de sinistralité. Et par contre, alors là, vous êtes certainement plus expert que moi sur les coûts de réparation. Rebondir sur mais je sais que sur les batteries, par exemple... Oui, la batterie, c'est quand même central, la batterie. C'est un coût s'il y a un sinistre sur la batterie, là, ça va coûter très cher. Même j'allais rebondir, c'est assez contradictoire, parce que c'est vrai que dans le comportement des achats d'un véhicule électrique, il y a plus d'achats en campagne qu'en ville. Donc ça, c'est assez contradictoire aussi. Et ça, c'est lié tout simplement à l'infrastructure. C'est qu'il y a plus de place en campagne pour mettre des bornes de recharge, pour investir dans les recharges. Il y a plus de place qu'en ville. Et donc, voilà, c'est un comportement qui est assez, du coup, contradictoire. Assez étonnant, En même temps, la voiture électrique, moi, pour en essayer tous les jours, on se rend compte que c'est quand même extrêmement bien adapté au périurbain. Enfin, pas simplement qu'à l'urbain pur. Ça a aussi son rôle à jouer avec des autonomies, évidemment, qui augmentent. Je vous pose la question à vous, Grégory, justement, par rapport à la batterie. C'est vrai que là, on parle d'assurance automobile sur le VE. On sait que la batterie, c'est, je crois, à peu près la moitié quasiment du prix d'une automobile. Est-ce que, à votre avis, on pourrait envisager, est-ce qu'on pourrait aller vers une assurance spécifique, pourquoi pas, sur la batterie? Alors, je dirais déjà, il y a des méthodes aussi de reconditionnement pour la batterie qu'il faut démocratiser davantage, mais c'est en train d'être démocratisé. On parlait de reconditionnement de pièces de remploi sur le VO, c'est aussi valable sur le véhicule électrique. Tout n'est pas remplacé, on peut réparer certaines pièces, dont la batterie. Donc ça, voilà, en moyenne, un reconditionnement de batterie, c'est entre 3 000 et 5 000 €.
Quand on compare ça au prix d'une batterie neuve, il y a quand même une économie substantielle à réaliser sur le reconditionnement. Donc il faut s'appuyer sur ces leviers. En tout cas, nous, dans nos offres de garantie, on va prioriser le reconditionnement plutôt que le remplaçant, afin justement parce qu'il faut limiter quand même l'impact de la prime aussi, de la panne, enfin, du garantie de panne sur les véhicules électriques. Et donc, ça passe par ce genre de solutions. D'accord. Voilà, donc nous, on a également adapté nos offres. On a intégré des nouveaux événements liés à la mobilité, parce qu'on parle d'offres de garantie de panne, mais on va également avoir des solutions liées purement à la mobilité, comme le véhicule de prêt pendant les travaux, comme le taxi en cas de défaillance et de véhicules immobilisés. Et du coup, pour l'électrique, on a des nouveaux événements qui arrivent, comme je suis en panne à la charge à la borne, ou tout simplement, j'ai laissé mon véhicule en charge et puis il ne s'est pas chargé. J'ai plus de jus. Voilà, j'ai plus de jus. Donc nous, on vient adapter nos offres aussi à ce genre d'événements et on travaille avec nos partenaires sur ce genre de programme. Alors, bonne transition justement vers l'assurance affinitaire. Hein. Oui. Ça fait partie des chevaux de bataille à travers NSA, à travers le département NSA de WTW, c'est bien ça? Pas que, parce qu'on est environ 8 entités spécialisées sur chaque ligne d'activité affinitaire. D'accord. On fait partie tous du même pôle embarqué dans le pôle affinitaire et marché spécialisé. Okay. Donc NSA est un département, mais il y en a 7 autres sur l'agriculture, sur agriculture, sur solutions affinitaires, sur les franchises, voilà, j'en ai oublié. Et donc en France, on a un certain poids dans le groupe. Oui, voilà, vous m'expliquiez que la France, effectivement, était très friande, visiblement, d'assurance affinitaire, c'est ça? Déjà, on est le premier pays en termes de revenus affinitaires. Sur les 140? Dans les 140 pays, exactement. On est les premiers pour une fois. Voilà, on est les premiers dans le groupe. Donc nous, on est plutôt bien vus. D'accord. Voilà. Ok. Et comment vous l'expliquez, ça? C'est aussi historique. On est présent en France depuis plus de 100 ans. On a une organisation qui s'est dessinée vraiment de proximité avec nos partenaires. Comme je l'expliquais en introduction, on a des experts métiers sur chaque ligne d'activité. Donc on accompagne nos partenaires sur leurs besoins et on est au plus proche de leurs besoins parce que c'est notre expertise en fait. Donc voilà, on a la chance de faire partie d'un gros groupe, ce qui nous donne quand même une puissance mondiale, mais on sait aussi avoir une proximité fine et locale auprès de nos distributeurs avec un maillage territorial qui est sur toute la France depuis plus de 100 ans. Donc on s'est proche de nos clients également. Vous êtes connu, effectivement, et j'imagine apprécié. On parlait donc de mutation énergétique, d'affinitaire. Alors, dans quelle mesure, finalement, les solutions que vous proposez aujourd'hui s'inscrivent quelque part, répondent à tous ces besoins? Encore une fois, il faut revenir au marché, au changement de comportement. On voit qu'il y a vraiment un changement de comportement, un changement d'utilisation. Oui, mais du coup, vos solutions à vous, celles que vous proposez justement, en quoi elles répondent? Pourquoi est-ce qu'elles répondent? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples effectivement de services que vous proposez, enfin en tout cas d'affinitaires que vous proposez, qui va justement dans le sens de ce que les gens attendent aujourd'hui? Un exemple concret, c'est justement la panne sur le véhicule automobile. La panne mécanique. La panne mécanique, c'est complémentaire. Je reviens sur la panne mécanique parce que c'est vrai que c'est mon secteur d'activité. Oui, non, mais on va en reparler. C'est complémentaire à l'assurance de premier rang. Bien sûr. Et la panne mécanique, elle n'est pas obligatoire. Oui. Voilà, donc on vient vraiment en complémentarité avec l'assurance premier rang. Et comme on l'a pu l'entendre lors des précédentes tables rondes, il y a un trou, si je peux me permettre. Voilà, il y a un vide qu'il faut combler. Et je pense que la panne mécanique mériterait d'être davantage connu, je dirais. Poussé. Quand le prix d'un contrat de panne mécanique sur 12 mois, c'est en moyenne 250 €. D'accord. Si on fait le rapprochement par rapport au coût moyen d'une panne à 900 €, vous voyez que on est remboursé dès la première. Voilà. Bien sûr. Donc, il y a un vrai, je pense, besoin en plus. On a parlé d'écosystème du VO, de dynamique de VN sur le VO. On a vu que l'électrification n'allait pas supprimer le risque de panne, comme je le disais. Bien sûr. Donc, on s'inscrit également, nos solutions s'inscrivent aussi là-dedans. D'accord. Oui, d'ailleurs, l'étude du JIPA qu'on a présentée dans la première table ronde, effectivement, en parlait. Visiblement, les gens qui la connaissent sont en général convaincus de son intérêt. Exactement. Donc il y a un vrai marché à Il y a prendre. un véhicule sur 3 qui tombe en panne, et quand il tombe en panne, c'est un coût moyen de 900 €. Et oui. Alors on développe un petit peu plus justement cette garantie panne mécanique. Donc dans votre esprit, et pas seulement, concrètement, elle s'adresse à qui? Qui est concerné aujourd'hui? Alors majoritairement les distributeurs automobiles, qui soient affiliés à une marque ou tout à fait indépendants, des nouveaux acteurs sur le marché comme les agences automobilières, qui viennent accompagner la vente C2C, parce qu'il y a également un sujet là-dessus, c'est qu'on voit qu'il y a un déplacement de la
vente entre professionnels, donc du B2C sur le C2C et la vente entre particuliers, je crois que sur les dernières études, c'était 60% de part de marché. Ouais. Donc on voit qu'il y a aussi un petit glissement sur la vente entre particuliers. Donc les distributeurs automobiles, les agences automobilières, les réseaux de franchise, mais également ces solutions de panne mécanique peuvent s'imbriquer tout à fait dans du leasing, mais également dans des crédits, dans du financement, donc pour des banques ou sociétés de financement. D'accord. Alors plus particulièrement chez vous, quel est le périmètre d'activation de cette garantie panne mécanique ? Alors nous, on est présent sur tous les canaux. D'accord. Voilà, on est toutes vraiment toutes les possibilités, on a des solutions. Voilà, tout est possible. Et bon, c'est important aussi de relever le fait qu'on a un maillage national, on a une force de vente terrain en fait sur le canal distributeur justement. On a une grosse flotte commerciale qui est toute la journée sur le secteur auprès des distributeurs automobiles. D'accord. Mais plus particulièrement, j'entre un peu dans le détail de cette garantie. Aujourd'hui, donc elle est mécanique, mais comme on le sait, dans les véhicules électriques, il y a de moins en moins de mécanique. Il y a de plus en plus d'électronique notamment. Est-ce que par exemple les problèmes d'électronique peuvent être couverts par ce type de garantie ? Exactement. Donc c'est l'évolution qu'on a apportée à nos offres suite à cette électrification du parc, où tout ce qui est en lien avec la charge, le courant continu, alternatif, les câbles de recharge, la batterie. On est venu tout simplement compléter, on parlait de 60-40, de 60% de pièces thermiques et 40% de pièces spécifiques électriques. On est tout simplement venu compléter nos couvertures par ces 40% de pièces électrique spécifique pour les véhicules électriques. Voilà. D'accord. Et j'imagine évidemment qu'elle est liée à l'âge du véhicule, bien sûr. Exactement. Comment est-ce que vous indicez ça Plus globalement, on a 4 niveaux de couverture en fonction de l'âge du véhicule. Et en fait, le premier niveau qui va couvrir les organes vitaux du véhicule, c'est pour les véhicules les plus anciens. On va quand même jusqu'à 25 ans et 250 000 km. Donc là, on va avoir un premier niveau de couverture. Et puis le top of couverture, ça va être pour les véhicules les plus récents, jusqu'à 7 ans. Donc encore une fois, on vient élargir nos éligibilités parce qu'on suit la dynamique de vieillissement du parc. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que la dynamique VO, elle est portée par les plus de 10 ans, essentiellement. Donc nous, on est venu aussi faire évoluer nos offres dans ce sens-là. Et donc oui, pour le premier niveau de couverture, on est sur de l'équivalent de la garantie constructeur. Dans le jargon de la panne mécanique, on va appeler ça une tout sauf, parce qu'on va couvrir tout sauf les pièces. Tout sauf, voilà, tout sauf. Je crois que c'était de l'anglaise pour ça. Non. Et donc on va venir couvrir toutes les pièces du véhicule électrique ou électronique ou mécanique, sauf vraiment les pièces d'usure, d'entretien du véhicule, où là pour le coup c'est d'autres typologies de contrats, mais qu'on a aussi dans notre éventail. Du coup vous l'avez peut-être dit, mais je vous le fais repréciser, il y a des cas d'exclusion ou pas ? Est-ce que... En effet, donc il y a les exclusions qui sont liées purement à l'utilisation du véhicule. D'accord. Donc nous, par définition, on couvre tout ce qui est fortuit. Donc c'est un aléa en fait. Un défaut d'utilisation, on ne classe pas forcément dans cette catégorie-là. Donc là, c'est une exclusion. Et ensuite, comme je vous le disais, c'est vraiment les pièces qui ont une usure en fait normale de fonctionnement, qui vont rentrer dans la catégorie entretien. Et là, pour le coup, c'est plus la conviction du contrat de garantie. Oui, bien sûr. Donc il y a quand même malgré tout un âge, je dirais, du véhicule au-delà duquel on ne peut plus réellement y prétendre. Exactement, et c'est pour ça que aussi la couverture est dégressive avec l'âge. Comme je vous le disais, on va jusqu'à 25 ans, mais c'est vrai que sur cette tranche-là... jusqu'à 25 ans. Sur cette tranche-là, on a vraiment les organes vitaux, donc moteur, boîte de vitesse, turbo. Jusqu'à 25 ans, vous êtes dans le véhicule de collection quasiment. Là. Pas loin, c'est vrai. Bon, moi ça peut m'intéresser, quand on en a une vieille qui a besoin d'être un peu soutenue. Et on a des marchés de niche comme ça, collection, le Prestige, on est présent sur le Prestige. Le Prestige n'a pas connu la crise, non, sur 2022. Il ne connaît pas la crise. Ça s'est plutôt bien comporté sur ce périmètre-là. Ok, très bien. Je reviens à vous, Cédric. Parlons un peu de digitalisation et du rôle des insurtechs, des assurtechs. Déjà, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est une assurtech ? Une assurtech, c'est une société innovante, on va dire, une start-up technologique, une start-up, exactement. Une start-up qui, dans le domaine de l'assurance, tout simplement. D'accord. Et qui arrive avec des nouvelles solutions, c'est ça, des innovations ? Exactement, et qui suit un mouvement qui a accéléré avec le Covid, qui est la digitalisation des comportements des assurés, et notamment sur la partie souscription, où de plus en plus, et notamment sur les catégories, on va dire,
plus jeunes, qui vont un peu moins aller en agence ou au téléphone pour aller souscrire à une assurance, et un peu plus en ligne sur Internet pour aller, parce qu'ils le font pour beaucoup de services et de produits, et du coup ils commencent à le faire aussi sur l'assurance. Et du coup il y a cette rencontre entre ces comportements nouveaux digitaux et ces sociétés, ces startups qui offrent des parcours, des expériences clients qui sont totalement digitales, qui sont simplifiées, on va dire, qui permettent un petit peu on va dire, dédramatiser l'assurance en termes de complexité, et qui vont essayer d'apporter de la digitalisation à la fois sur la partie souscription, mais aussi au-delà dans le service client, dans la gestion des sinistres, et donc d'apporter cette touche technologique. Donc voilà, donc ça, c'est un peu l'apport de ces services-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles poussent les assureurs plus traditionnels à accélérer aussi leur digitalisation. Bien sûr. Parce qu'évidemment, naturellement, c'était pas forcément les plus rapides à le faire, on va dire, et les plus dynamiques. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un véritable rattrapage. Et voilà. Et nous, on est là pour aider en fait ces assureurs, parce que nous, on est un pur player digital. On voit très bien. De quelle manière vous aidez en les mettant en avant à travers le site? Alors, ça, c'est notre métier de base, mais on va aussi leur expliquer comment améliorer éventuellement leur tunnel, ce qu'on appelle le tunnel, qui est vraiment l'expérience de souscription, la façon dont on va poser les questions à l'internaute, et la façon dont on va lui permettre vraiment d'aller jusqu'au bout de la souscription en ligne. Donc ça, on aide, on les conseille, comment réduire en fait le nombre de questions, comment les rendre plus faciles, plus faciles à comprendre. Et puis on va aussi leur fournir de la donnée, puisqu'on a nous une vision on a plus de 3,5 millions de devis par an, on a 2 millions de visiteurs par mois sur notre site. Donc des gens qui vont aller souscrire à plein de types d'assurances différents. Et donc on va pouvoir donner des informations macro, anonymes bien entendu, sur le comportement des internautes. Et donc ça a beaucoup de valeur. Alors ça va être sur le prix, sur le positionnement prix, mais aussi sur les couvertures et sur le comportement. Donc ça, c'est des informations dont nos partenaires assureurs sont très, très, très friands. J'imagine. Et j'imagine aussi que peut-être certains assureurs absorbent parfois peut-être ces AssureTech. Oui, alors il y a une petite actualité. Plutôt que de les copier, ils les absorbent. Oui, alors c'est un mouvement en effet, puisque en plus, il y a on va dire une crise du financement un petit peu aujourd'hui sur les startups, donc il y en a certaines qui vont se rapprocher naturellement, mais c'est pas toujours simple, c'est pas toujours des rapprochements culturels faciles, mais je pense que c'est un très bon modèle pour les assureurs traditionnels de rapidement absorber on va dire les codes du digital et l'évolution de ces pratiques. C'est le cours de l'histoire, on va dire. Voilà, exactement. Bon, d'accord, écoutez, on suivra leur évolution du coup sur le site des Furets. Merci beaucoup messieurs pour vos interventions. Merci à vous. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle table ronde.